Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de KTO, des hauts et des bas, un rendez-vous mensuel. Je ne sais pas encore très bien vous dire ce qui va se passer dans cette émission, parce que c'est un peu son principe. En tout cas, je sais qui va être avec nous, qui va nous aider à réfléchir, à nous interroger sur le monde qui nous entoure, sur l'actualité qui nous entoure. Ils sont cinq laïcs, 5 chrétiens, engagés à des titres divers, ayant des parcours divers et des personnalités qui leur sont propres. C'est le moment de passer donc à la présentation de ces invités qui ont bien voulu avoir l'audace d'inaugurer ce rendez-vous. Alors Dominique Quignot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Dominique, on vous connaît, vous avez dirigé le journal La Croix pendant 15 ans, de 2005 à 2015. Vous présidez aujourd'hui les Semaines sociales de France, dont la prochaine session se tient tout bientôt, 19-20 novembre. C'est cela, sur l'éducation. Voilà, on y parlera d'éducation. En face de vous, Philippe Deroux. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci aussi d'avoir fait l'effort de venir ce soir sur le plateau de KTO. Philippe, vous êtes le fondateur des Poissons Roses. Oui, tout à fait, voilà, en 2011. Alors, un petit mot peut-être pour préciser ceux qui ne suivent pas bien l'actualité politique, les Poissons Roses, c'est un groupe politique de gauche. Alors on est un pied dans le PS, un pied dedans, un pied dehors. Et on essaie d'agir au plus profond pour redonner un sens à la justice sociale et à l'émancipation. Mais on pourra en reparler. Vaste débat. Et vous êtes par ailleurs directeur d'ONG. Et puis avec nous, Jean-Marie Andrès, président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. C'est bien comme ça qu'il faut dire. Président des AFC. Voilà. Merci Jean-Marie d'être là. En face de vous, François Huguenin, pardon, voilà, ça y est, je l'ai fait, comme ça on le fera plus. François Huguenin, essayiste, historien des idées. Les livres sont vendus dans toutes les bonnes librairies. Merci François. Merci Philippine. Je suis très heureux d'être parmi tous ces audacieux-là. Et puis à côté de moi, Farage Benoît Camura. Bonsoir. Farage Benoît, merci d'être venu à vous aussi. Fondateur de Fraternité en Irak. Un mot sur l'intuition de Fraternité en Irak, son action ? Oui, l'idée de Fraternité en Irak, c'est que vraiment il faut qu'on assume cette fraternité avec les chrétiens d'Irak et puis ceux qui sont membres d'autres minorités en Irak, qu'on soit à leur côté concrètement dans les moments difficiles qu'ils vivent, spécialement depuis 2014. Et puis aujourd'hui, maintenant que la plaine de Ninive est libérée, bien qu'on travaille pour les aider à reprendre une vie normale dans cette plaine de Ninive où ils vivent depuis 2000 ans. Il faut quasiment 2000 ans. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu chacun de votre casquette d'engagement ordinaire, c'est bon, je pense que les téléspectateurs ont pu vous situer les uns et les autres. Et on va la ranger, cette casquette, parce qu'en fait, on ne vous a pas invité ce soir parce que vous êtes essayiste sur tel type de sujet ou engagé dans tel type d'action caritative, dans telle ONG, dans telle réalité sociale, mais parce qu'on vous connaît les uns et les autres. On sait que vous êtes des chrétiens engagés dans la société, curieux de ce qui vous entoure, qui aimez réfléchir au monde qui est le nôtre. Et donc, c'est simplement ça qu'on avait envie de faire partager à nos téléspectateurs. C'est vos échanges, votre réflexion, nos échanges, voilà, parce que je ne vais pas non plus m'attacher à vous poser des questions. Mais en revanche, il faut bien lancer quelque chose sur la table. Et ce soir, pour commencer, je ne vois pas tellement d'autres solutions que de lancer la question du 45e président des États-Unis. Vous avez réagi comment Vous avez été surpris d'abord. Est-ce qu'il y en a un qui dit aujourd'hui, moi je le savais, j'en étais sûr ? Non, moi j'ai beaucoup suivi la campagne de Bernie Sanders et depuis le début on était soutien fort mais on n'était pas d'accord sur tout et c'est sûr qu'on pensait que c'était le meilleur challenger éventuel, mais c'est sûr qu'on espérait quand même Clinton malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'elle peut représenter et sa déconnexion des classes populaires qui est un sujet aussi chez nous. Mais c'est sûr que quand je me suis réveillé le matin, moi je me réveille assez tôt, à 6h du matin, j'ai regardé mes tweets et tout, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Il était déjà à 215, 216, et puis ça ne faisait que monter. Donc c'est quand même un choc, mais voilà, il va falloir travailler. C'est un choc aussi parce que finalement, c'est des choses concrètes comme le Brexit qui montrent qu'on attaque maintenant un 21e siècle un peu différent. C'est-à-dire, on voit aux États-Unis, en fait, Trump est le président parce qu'il a, dans les règles de l'art, je dirais, obtenu les majorités qui vont bien, mais en même temps, il y a un petit peu plus de suffrages qui sont exprimés pour Clinton. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on attaque maintenant des sociétés qui sont en réalité très fortement clivées. Clivées
parce que c'est du 50-50, mais clivé aussi parce que derrière ces 50-50, en fait, il y a des opinions finalement très, très différentes, très opposées. Et du coup, d'ailleurs, les battus sont très blessés. Comme au moment du Brexit, ceux qui sont pour rester dans l'Union européenne étaient vraiment très touchés. Là, on voit que côté démocrate aussi, en fait, il y a eu des manifestations de désarroi. Et je crois que ça vaut le coup de s'arrêter finalement sur cette espèce de déchirure qui traverse maintenant les nations et qui semble être là pour durer. Oui, puis il y a une démobilisation, pardon. Oui, enfin, ce qui est quand même aussi un peu extraordinaire, quand c'est pas simplement qu'il appartient à un camp et que ça correspond à une division, etc., c'est la personnalité aussi de ce nouveau président, et qui est quand même choquante quand on, vu de l'extérieur, sans doute ne comprend-on pas tout ce qui se passe aux États-Unis vu de notre Europe, mais c'est vrai que cette personnalité-là, elle est, enfin, je veux dire, c'est terrible d'imaginer que... Je me demande quand même si on n'a pas aussi caricaturé à l'extrême, quoi. Il sait caricaturer. Alors, je pense qu'il en joue. Je pense qu'il en joue, et je pense qu'il en joue justement parce qu'il y a une espèce de provocation médiatique qui fait que ça nourrit chez une partie de la population qui a l'impression que les élites politiques, quelles qu'elles soient, ne tient plus compte de leur situation. L'idée que ça va les embêter, voilà. Il y a un provocateur, ça va embêter tout le monde. Moi, j'ai vu beaucoup de réactions d'Américains au cours de la nuit qui disaient au moins ça leur fera une leçon, quoi. Le côté provoquant, c'est un système médiatique. Et du coup, je ne sais pas si on a tort de rentrer dans le jeu, c'est-à-dire de s'offusquer, de pousser des cris d'orfraie à chaque fois qu'il dit une bêtise. Moi, je pense que je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Trump n'est pas quelqu'un pour lequel j'ai une sympathie naturelle, pour son tempérament et son caractère. Il y a quelque chose de vulgaire chez lui. Très bien. Ça, tout le monde, je pense, beaucoup de gens le partagent. Je pense que ce qui est quand même très important, c'est qu'il y a un divorce complet entre les élites politiques et les peuples. Aux États-Unis, en Angleterre, en France aujourd'hui. Et Hillary Clinton a été battue parce qu'elle représente, elle personnifie particulièrement la corruption des élites dont les peuples ne veulent plus. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut entendre. Trump est arrivé avec ce qu'il avait, c'est-à-dire une personnalité provocatrice qui a très bien joué de la provocation. Son premier discours l'était beaucoup moins. Nous verrons ce qu'il fera. Moi, je me rappelle que quand Ronald Reagan a été élu, j'étais jeune étudiant, je me rappelle les sarcasmes de la presse de gauche. Cette espèce d'acteur américain qui jouait dans des sous-westerns, etc. Sauf que ça a été un des plus grands présidents des États-Unis de la deuxième moitié du XXe siècle, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait dans sa politique. Donc, je ne pense pas que Trump sera un très grand président, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous interpelle vraiment pour nous dire deux choses. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas que les élites politiques étaient déconsidérées, premièrement. Et deuxièmement, et je pense que les journalistes devraient s'interroger, les journalistes n'ont plus le droit de s'arroger de faire les élections à la place du peuple avant qu'elles aient lieu. Aujourd'hui, en France, les journalistes ont décidé, notamment à gauche, que Alain Juppé serait président de la République. J'espère que ce qui s'est passé aux États-Unis fera comprendre à nos concitoyens qu'il y a des primaires bientôt et qu'il y a d'autres choix politiques que Juppé contre Juppé. Et là, je pense qu'il est important que dans les démocraties, les peuples reprennent véritablement leur destin en main et ne se laissent plus guider. Mais si je puis quand même permettre de réagir, je trouve que c'est assez, comment dire, c'est pas très glorieux que d'imaginer que ce peuple, à qui effectivement les élites ou les responsables ne parlent pas assez ou n'écoutent pas assez, serait représenté par cet homme. Mais c'est parce, parce que leurs élites ont tellement été, se sont tellement compromises dans des tas d'affaires et ont perdu toute légitimité que le peuple peut se reconnaître devant un Trump. Et c'est bien ça où est le problème, c'est que si le peuple se reconnaît devant un Trump ou demain devant une Marine Le Pen, c'est parce que les élites auront périclité. Et c'est la faute des élites pour moi, vraiment, fondamentalement. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse parce que je pense que les gens qui ont voté Trump... D'abord, quand on regarde un petit peu les catégories, on voit que les catégories aisées ont voté Trump, beaucoup.
On Et voit ils font aussi partie qu'il du a... peuple aussi. Oui, bien sûr, mais je veux dire... C'est pas l'argent qui fait C'est le toujours peuple, la même question, le milliardaire anti-système. C'est un peu le boucher végétarien, il y a des choses, toujours un peu, on se pose quelques questions. Alors voilà. Après, je ne dis pas que Clinton était bien sûr, il y a tout un tas de questions qui se posent. Et la deuxième chose, c'est qu'il a quand même été élu, Trump, avec 58 millions de voix, alors que Mitt Romney avait été battu avec 60 millions de voix. Donc il y a une énorme démobilisation, en gros, des minorités, de la gauche, et puis de toute une partie du peuple américain qui avait été très très mobilisé par la première élection d'Obama, un petit peu moins par la deuxième. Et où sont passés ces gens-là? Et en particulier tous les gens de la Rust Belt, au nord, qui votaient systématiquement démocrates, dans lequel d'ailleurs Hillary Clinton n'est quasiment pas allée, et en fait qui sont passés de manière incroyable côté Mais mais républicain. qui ont pris la crise de plein fouet, qui on ont est pris d'accord là-dessus. la dégringolade économique et sociale de plein fouet, et qui justement, dans ce divorce avec les élites Mais on est qu'évoquait d'accord. Moi, je suis François, d'accord avec ce que vous allez sont dire. quand Hein. même, Je ne pense pas que ce soit un désaccord pour le Il coup. faut toujours être très aimable, et en particulier avec les élites. Il me semble qu'indépendamment de la déconsidération des élites supposées ou réellement compromises avec la finance ou je ne sais quoi, il y a surtout, je pense qu'aujourd'hui, vous avez des structures de pensée qui étaient celles du XXe siècle, qui commencent à être singulièrement dépassées, en fait. Hein. On avait l'habitude de penser gauche-droite, on avait l'habitude de penser les cols bleus qui travaillent et les cols blancs qui sont à la planche à dessin ou aux finances. Le fait qu'effectivement Trump soit à la fois élu par des classes extrêmement populaires, mais aussi en fait par ce qu'ils appellent des blancs qui ont fait des études, montre qu'en réalité, les problématiques du monde que nous vivons aujourd'hui ont suffisamment dérivé pour que de toute façon nos anciennes manières en fait de faire de la politique, de discuter ensemble, d'être en désaccord ensemble, en réalité sont en train de voler en éclats. Et finalement, le Brexit, Trump, c'est aussi une manière de dire à tout le monde en fait. Hein, il y a des choses qui sont en train de changer. Il faut qu'on s'arrête pour mieux comprendre ensemble ce qui se passe, pour élaborer des réponses qui aujourd'hui ne tiennent pas bien dans le gauche-droite habituel, mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire la droite, qu'est-ce que ça veut dire la gauche? On dit aujourd'hui que le Parti socialiste serait en train d'exploser, on dit que finalement, on ne sait pas trop bien ce que c'est que la droite. La droite est très clivée, par exemple, sur les sujets de société. Hein, donc finalement, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour quelqu'un qui se réclamait habituellement de droite de dire mais moi je continue comme d'habitude, à voter comme d'habitude? Non, c'est très compliqué. Et je crois que l'enseignement fort que je tire aujourd'hui, c'est il nous faut mieux réfléchir en fait aux problèmes que rencontrent les personnes pour apporter des réponses qui sont peut-être pas des réponses habituelles, avec des discours qui sont pas forcément les discours habituels. Moi, je trouve ça, tout ce qu'on dit est passionnant. Le sujet, quand même, c'est que on a des gens qui sont mobilisés pour aller voter, qui n'y allaient pas d'habitude, d'autres qui sont démobilisés, et quelqu'un qui a un peu flatté les bas instincts du peuple, d'une certaine manière, qui a dit vous êtes individualiste, soyons-le encore plus. On va fermer nos frontières encore mieux. Et puis, on va faire des grands travaux. Enfin, c'est un petit peu quand même, je trouve, rejoindre le peuple, mais à travers des bas instincts quand même, et aussi en flattant cette réussite personnelle d'un Trump, un consumérisme à l'américaine complètement assumé. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez préoccupant parce qu'on peut rejoindre le peuple en l'amenant vers des horizons où il va se dépasser, où on va être dans une aventure collective, qui était ce slogan « Make America Great Again ». Mais au final, Make America Great Again, sans aucune vision de politique étrangère, c'est un peu étrange quand même. C'est un peu surprenant. On ne peut pas anticiper, en tout cas, sur ce qu'il va faire en réalité, Oui. parce qu'il semble que personne n'en sait rien. En On tout peut cas, moi, avoir c'est ce que j'ai compris. On ne peut avoir que des bonnes surprises, mais le sujet, c'est que sur la politique étrangère, on a quand même quelqu'un qui dit un peu tout et son contraire, quoi. Hein. Mais, enfin, je comprends ce que vous dites, mais il me semble que le message qu'on nous passe aussi, c'est attention de ne pas trop souvent dire au peuple ce que vous pensez, c'est un peu vulgaire. On vous séduit par des bas instincts. Je crois que la démocratie demande à ce qu'on soit plus respectueux, plus attentif à chacun. La démocratie, c'est un pari sur le fait que
des gens qui ne sont pas tous des énarques ou des gens qui ont fait Harvard sont aussi capables, pour autant que, et je me tourne vers les journalistes, qu'ils fassent un travail exigeant, parce que c'est un métier compliqué, hein, je suis exigeant, mais je reconnais la difficulté, pour justement en fait, apporter la matière, mais en même temps apporter la matière en faisant le pari qu'on ne va pas répondre à leur place. Hein. Je crois que dans le vote Trump et dans le vote Brexit, il y a aussi en fait, cette revendication qui est mais pourquoi diable vous ne nous laissez pas penser hein. Donc, c'est très compliqué. C'est un peu comme les parents qui regardent leurs enfants qui font leur premier pas. On n'a pas envie de leur lâcher la main. Mais pourtant, on sait bien que pour marcher, il faut bien accepter un jour que l'enfant lâche la main. Et chaque fois qu'on dit à ces types de responsables politiques qu'on n'est pas d'accord avec eux, ce qui revient, c'est que nous ne respectons pas leurs électeurs. C'est que nous, les élites médiatiques ou politiques, nous ne les respectons pas. Mais je trouve que ce n'est pas ne pas respecter des électeurs ou Donald Trump que de dire qu'on n'est pas d'accord avec ces propositions. Pas d'accord, mais cela dit, y compris dans la couverture médiatique française et dans un certain nombre de réactions politiques, on n'est pas beaucoup, depuis le début de la campagne américaine, sur le pas d'accord. On est beaucoup dans le mépris sur Trump et plutôt dans la qualification du bonhomme que dans le pas d'accord avec ce qu'il dit, il me semble. Et je pense que c'est... Enfin, moi, je rejoins Jean-Marie sur ce qu'il disait. Il y a un exemple qui illustre ça. On a été très surpris que les sondages n'aient pas anticipé finalement cette victoire. Et je lisais une analyse que j'ai trouvée astucieuse, qui était, mais vous comprenez, quand vous posez la question à un futur électeur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore face à l'urne en train de faire son choix, et vous lui demandez pour qui il veut voter. S'il veut voter Trump, en réalité, il n'ose pas vous le dire. Oui, ça prouve en fait qu'on a fait quand même croître une espèce de pression qui d'une certaine manière, joue contre ceux qui la font croître, parce que ça introduit finalement une distance et ça interdit aussi finalement un dialogue de travail sur les sujets de fond. Parce que moi je comprends, par exemple, comme vous le dites, qu'il faille construire une vraie politique étrangère. Enfin, les États-Unis, ça vit pas dans un espace autonome comme ça. Donc il y a d'ailleurs des tas d'autres domaines sur lesquels la politique de Trump est une inconnue. Mais si on veut les travailler, il faut mettre les choses sur la table et accepter finalement que le chemin soit peut-être maladroit vis-à-vis de ce que conclurait quelqu'un qui est très instruit ou très, très expert, mais encore une fois, se donner le temps, réfléchir, dialoguer, mais avec peut-être moins d'agressivité mutuelle et de jugement en fait sur ce que les gens pensent. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a regardé, qui a scruté ou qui a un avis sur le vote chrétien dans cette élection ? Très intéressant. Les évangéliques et les catholiques, c'est pas du tout la même chose. Et le vote catholique, pour le coup, est extrêmement partagé. Partagé, oui. Avec une petite majorité pour Trump, quand même. Toute petite majorité pour Trump, mais qui n'est pas extrêmement forte. Alors que pour les évangéliques, en revanche, c'est 80%. Ah oui. Donc, on voit quand même que... Et comment on explique ça ? C'est sur les questions de protection de la vie oui. que le vote évangélique... C'est ce qui est dit par les observateurs. Et notamment, il y a le renouvellement d'un des juges de la Cour suprême qui est aujourd'hui d'actualité aux États-Unis. Et l'électorat catholique est très sensibilisé sur le fait que la personne qui sera choisie peut faire basculer dans un sens ou dans un autre l'avenir des États-Unis sur ce plan-là. Donc, moi, j'ai des amis à Washington qui me disent que la communauté catholique est extrêmement mobilisée sur ce point-là. Mais les catholiques peuvent être aussi engagés sur des questions sociales et sans doute ont un niveau culturel plus élevé que les évangéliques. Vous voyez, on peut dire ça sans mépris. On n'est pas sur certaines chaînes de télévision. Ça dépend où dans les États-Unis. Et donc, du coup, il y a quand même des... Mais il y a une église très divisée déjà. Il y a un équilibre l'église catholique elle-même est clivée aux États-Unis. Il y a des... Alors, ça montre aussi qu'il y a probablement dans ce vote autant de votes contre Clinton que de votes pour quelque chose d'autre, en fait, qui est une alternative, avec... en particulier, je pense, du point de vue des États-Unis, quelque chose qui est que les Américains savent que désormais le Congrès contrôle beaucoup en fait le président des États-Unis, puisque on sait qu'il y a énormément de textes présentés par Obama qui en réalité ont été bloqués par le Sénat et de manière générale par le Congrès. Et d'une certaine manière, il était plus facile de voter Trump en dépit finalement de tous les attributs un peu bariolés qu'on lui a collés sur le dos, ou qui s'est collé tout seul d'ailleurs sur le dos. Parce que je pense que beaucoup d'Américains se disaient « mais de toute façon, il va être très bien contrôlé
par des républicains qui d'ailleurs ont pris des positions très propres en fait, notamment quand il y a eu ces histoires un peu chaudes. Il y a beaucoup de l'appareil républicain qui ont pris une distance extrêmement marquée. Et donc je pense que les Américains se sont un peu libérés de ce point de vue-là parce qu'ils se sont dit, bon, c'est vrai que c'est un curieux personnage, on écarte Clinton et on compte sur le reste de l'appareil et des élus, les républicains, pour tempérer ces espèces d'incertitudes et ces folies que l'on craint peut-être. On va voir ce que ça va donner. Moi, on en avait parlé hier, je rejoins bien François aussi en me souvenant de ce que notamment les médias français disaient de Ronald Reagan au moment de son élection et qu'on traitait avec un mépris et une condescendance absolue comme étant un acteur quasi illettré et dont on attendait le pire parce qu'on n'imaginait pas qu'il puisse être président des États-Unis. Et puis finalement, alors on peut sans doute, j'imagine Philippe que vous avez un regard contrasté sur le bilan Reagan, mais n'empêche que ça a été une période dans laquelle les États-Unis ont joué un rôle évidemment important. Juste une petite chose, moi je regrette quand même que le temps de Reagan et le temps qu'on vit maintenant, c'est pas le même. Il y a une crise du modèle économique, il y a une transition écologique à faire, il y a un réchauffement climatique en cours. Il y a tout à repenser dans la manière de vivre, soit un individualisme consumériste avec des désirs illimités, c'est ce que vraiment promeut d'une certaine manière Trump, soit ce que nous on promeut, c'est-à-dire la personne reliée au cœur, l'accueil de la vulnérabilité, la justice sociale dans tous les champs d'existence, une nouvelle forme d'économie des usages plutôt que de la propriété, etc. Tout ce qui était mis en avant très fortement par Bernie Sanders, sauf sur les questions éthiques sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais n'empêche qu'il avait un discours extrêmement intéressant avec une campagne avec des chèques à $20, etc. Et qu'on se retrouve, malgré tout, par le système un peu de l'oligarchie américaine, avec Hillary Clinton qui a finalement empêché le vrai débat. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, Donald Trump est assez respectueux de Bernie, qu'il appelle Bernie le fou, avec un petit peu de condescendance bienveillante. Et je trouve ça dommage qu'on en soit là. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous... En France, il risque de nous arriver avec une gauche, si vous voulez, je dirais, plus ou moins social-libérale, avec des fronteurs qui sont véhémentement en arrière, et puis nous qui essayons de porter un autre message, mais ce qui risque de nous arriver, c'est ça, justement. Alors le débat est un peu différent, parce que la droite est en embuscade, etc., même si elle ne va pas si bien que ça, mais je veux dire, c'est vraiment dommage, une occasion manquée. Encore une fois, 2016, c'est pas 1980, quoi. Les enjeux sont différents. Je ne prétendais pas que Trump devienne forcément Reagan, mais je voulais simplement dire que, à ma connaissance, on n'a aucune sorte d'espèce d'idée de ce qu'il va faire et de ce qu'il va devenir, précisément. Parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'il pense ce qu'il a dit jusqu'ici. Et il dit que la surprise est le meilleur moyen de gouverner. Voilà, quand même, donc on verra bien. Alors, Philippe nous emmène sur la hein. France. De fait, cette émission est diffusée un jour important, le 11 novembre. Alors, on continue à avoir un jour férié le 11 novembre, même s'il n'y a plus de poilus pour témoigner de la guerre de 14. C'est aussi pour les chrétiens la Saint-Martin, 1700 ans cette année, un jubilé. Et alors, plusieurs d'entre vous, quand je vous ai appelé au téléphone, m'ont dit « Tu vas quand même pas nous faire parler de la Saint-Martin, je vois pas ce que je peux dire. » Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette occurrence de date, c'est la crise à laquelle on est confronté, justement, que vous commenciez à évoquer, Philippe. C'est-à-dire le manteau de Saint-Martin, c'est une des pages magnifiques de l'histoire, aussi de notre pays. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi ? Qu'est-ce que, en dehors des images pieuses, est-ce que ça a encore un sens pour nous, cette histoire, 1700 ans avant, du gars qui partage son manteau ? Est-ce que c'est... Je sais pas. Enfin, voilà. Vous me regardez avec compassion ou avec... Saint-Martin est un homme assez étonnant parce que il y a beaucoup de modernité finalement dans cette espèce de choix qu'il a fait au bord d'un chemin, dans la neige. Il avait probablement déjà beaucoup réfléchi à la question, parce que je trouve que sa décision était quand même d'une telle précision que ça ne pouvait pas être improvisé, et en particulier ce sens du quand je fais quelque chose, je le fais soit en tant que personne, soit en tant que représentant de quelque chose. Il était soldat. Et tout ce qu'il a fait au moment de cette anecdote, il l'a fait en tant que personne. Et il a très bien su mettre de côté, en fait, sa fonction de soldat, sur laquelle il n'avait pas de prise, à laquelle il était strictement fidèle. Et je trouve que c'est très intéressant, dans des débats comme, en particulier, la solidarité nationale. Ça fait partie
des sujets importants pour les Français. On parle du système social à la française, on parle de la nécessité d'assurer des amortisseurs, pour reprendre les termes très... Saint-Martin, c'est un type qui avait un certain modèle de la solidarité, qui est d'abord fondé, en fait, sur la solidarité par initiative personnelle. Alors que on a fini en France par instaurer un modèle qui est plutôt la solidarité par la solidarité nationale, l'État-providence, etc. Et je trouve que à méditer sur ce tome-là, ça donne à penser sur des évolutions possibles, en fait, sur notre manière, en fait, d'organiser quelque chose qui est fondamental, je pense, pour la bonne survie d'une société, qui est justement d'organiser ces solidarités. Hein. Le Far West, pour ne pas revenir à nos amis américains, c'est pas un modèle de développement sûr. Hein. Être capable, en fait, de rassurer ceux qui prennent l'initiative et qui, de temps en temps, au débat, je pense que c'est très important. Et Saint-Martin lui dit, moi, j'assure cette solidité sur ma part du manteau, point. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que c'est sa part du manteau. Il aurait pu le donner en entier, ce manteau, mais il choisit de le couper en deux. Et je pense que ça nous dit quelque chose, justement, du fait que le partage est parfois meilleur que le don déraisonné, spontané. Il aurait pu donner tout son manteau dans un grand élan de générosité. Et comme vous le dites très justement, c'était réfléchi, c'était mûri. S'il voulait continuer lui-même à porter du fruit, il ne fallait pas qu'il meure en prenant froid dans cet hiver violent. Et je crois vraiment que cette idée du partage, elle nous renvoie aussi à la fraternité. En partageant avec ce pauvre au bord du chemin, Saint-Martin manifeste qu'il est son frère. Et aujourd'hui, ce mot fraternité, il est sur toutes nos mairies, toutes nos écoles, il est partout. Et pourtant, il n'a jamais été aussi vidé de sens, d'une certaine manière. C'est vrai que le 11 novembre, le jour où des soldats sont morts dans les mêmes conditions, dans les tranchées, se rappeler cette fraternité que Saint-Martin a vécue concrètement en donnant son manteau, je crois que c'est quelque chose qui est revivifiant pour notre pays. On aurait vraiment besoin de réhabiter, de revivre cette fraternité en enfilant ce morceau de manteau de Saint-Martin. Ce qui me frappe sur Saint-Martin, je ne veux pas m'enfermer dans les casquettes, mais je reprends ma casquette d'historien. Ce qui me frappe chez Saint-Martin, c'est qu'on sait aujourd'hui que si Clovis a demandé le baptême, c'est d'une part du fait de sa très grande proximité avec Saint-Rémy, notamment politique, et la volonté de préserver la Pax Romana, mais c'est aussi que les œuvres issues de Saint-Martin l'ont touché, et qu'il est allé en pèlerinage sur les lieux où avait vécu Saint-Martin, et que c'est là où il a eu, pour peu qu'on puisse le savoir, une rencontre personnelle. Et je crois que Saint-Martin nous dit, je crois, quelque chose d'important, c'est que nous avons besoin de personnes dans notre pays aujourd'hui qui soient des têtes de pont, qui aillent de l'avant, qui défrichent des sentiers nouveaux. Vous parliez de la solidarité qui a pris le chemin de l'État-providence. Je ne suis pas contre le système de protection sociale français aujourd'hui, mais il est quand même essoufflé. Et je crois qu'il y a des initiatives personnelles qui peuvent redonner de l'élan à notre pays aujourd'hui, et qu'on a besoin de ça. Il ne faut pas attendre que ce soit toujours l'État ou les collectivités territoriales qui agissent. Et nous, en tant que chrétiens, dans nos paroisses, par exemple, on peut faire des choses. Et on fait des choses. Et on fait des choses. Mais voilà, je pense que cette solidarité en acte, elle existe. Dans le journal que j'ai eu l'honneur de travailler, on avait une rubrique qui racontait des initiatives. Oui. Ça a duré des années et des années, et on n'a jamais manqué de sujets. Et là, pour prendre un sujet qui doit vous être cher, c'est sur l'accueil actuel des réfugiés. On voit que quand on parle au sens général de l'accueil des réfugiés, les gens peut-être sont inquiets, ont peur. Et puis quand telle ou telle communauté accueille telle ou telle famille et qu'il y a des enfants qui vont à l'école, que l'on commence à comprendre que ce n'est pas quelque chose d'inconnu, mais finalement des frères ou des sœurs, et ben cette solidarité s'engage. Et c'est à cela que me fait penser un peu Saint-Martin. C'est comment, de voir, de rencontrer, de toucher,
Et la personne avec qui on veut être solidaire, ça change tout. Et de faire, il n'a pas demandé l'autorisation à son supérieur de donner la moitié de son manteau. Il y est allé lui-même. Et voilà, et il a enclenché quelque chose qu'il a dépassé. Et je crois qu'il faut être persuadé que on fait des choses toutes petites dans nos vies. Moi, j'en suis persuadé vraiment, mais qu'elles ont des fécondités qui nous échappent. Et parce que tout est lien, et donc ça se démultiplie. Et il faut y croire à ça. Et donc, moi, je crois que Saint-Martin nous. Moi, pour rebondir, ce qui me frappe chez Saint-Martin, alors du coup, je ne connaissais pas la question, je n'avais pas du tout réfléchi, mais ce qui me plaît, c'est qu'il vient de loin, en fait. Il vient des marches de l'Empire, pour me souvenir un peu, je crois qu'il était plus ou moins hongrois, soldat romain, mais ça veut dire qu'il vient nous réveiller, quoi. C'est-à-dire qu'il vient, la Gaule, c'est un vieux pays déjà, même à l'époque, etc., et qui vient des marches des périphéries, quoi. Et que derrière, il a eu une vraie action politique à Tours et tout. C'est l'évêque à l'époque, c'est vraiment, surtout à cette époque-là, quoi. Au moment de, voilà, l'Empire romain est quand même un peu finissant, ça branle un peu de partout, et il vient réveiller du dehors. Et je me dis, ben voilà, qui sont actuellement les gens dans le modèle actuel qu'il faut faire évoluer sans faire forcément table rase, mais il va falloir le faire évoluer sérieusement parce qu'on va vers une crise, je veux dire, et on l'est déjà, mais ça va être encore plus fort. On ne va pas en parler des heures, mais quand même. Et donc, du coup, comment se laisser réveiller par des gens qui viennent justement du dehors de l'extérieur? Et pour revenir au cas des migrants, justement, sans faire d'angélisme, etc., ce sont aussi des gens qui viennent avec des familles, avec des valeurs, avec des envies de travailler en particulier. C'est pour ça que parfois ça nous vexe un peu. Ils n'ont pas vraiment envie de rester chez nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Ou pas suffisamment. Et donc, du coup, ça, pour moi, c'est une forme de dire, ben voilà, c'est un aiguillon. C'est quelque chose qui va nous bouger, qui va nous booster. Justement, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'image de Saint-Martin, avec ce manteau qui est coupé en deux. Ce manteau, voilà, qui n'est pas donné comme ça à tous les migrants, à n'importe qui, sans distinction. Et pour moi, ça fait un peu écho à ce que le pape François a dit là, dans l'avion de son dernier voyage, je ne sais plus exactement, au retour de Suède, où il a fait une différence, je pense, importante quand même entre migrants et réfugiés. Et de ce point de vue-là, moi je pense que c'est bénéfique pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ces réfugiés qui sont menacés dans leur pays, eh bien, qu'ils ne soient pas mélangés dans la grande masse de migrants qui sont parfois des migrants, il faut le reconnaître, économiques, ou qui sont attirés aussi par notre société de consommation pour d'autres. Donc il est important que cette justice, que cette générosité qui nous anime, que cette fraternité qu'on veut vivre, eh bien, elle soit vécue avec ceux qui en ont le plus besoin. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment important que l'accueil des réfugiés en France se passe dans des conditions meilleures que ce que c'est aujourd'hui. Honnêtement, voilà, moi j'ai été voir des réfugiés irakiens. Parfois, c'était vraiment des conditions très difficiles. Et puis, voilà, qu'on puisse reconnaître que certains ont plus de raisons de venir chez nous que d'autres, en fait, sans faire voilà, on va pas non plus trier les gens de manière dictatoriale et autocratique, mais il y a une justice aussi à exercer. Et pour moi, dans ce manteau qui est coupé en deux, eh bien, il y a une justice dans ce partage. Moi, ça me paraît important, mais à condition de savoir d'où on part, et en particulier que ça ne parte pas d'un sentiment de peur. C'est-à-dire répondre en disant, vous comprenez, il faut réguler, il faut se méfier, le bon réfugié, le mauvais migrant, etc. En fait, la régulation est tout à fait nécessaire, évidemment, et c'est le rôle de l'État de réguler. Et d'ailleurs, on avait eu la chance avec les Poissons Roses et Esprit Civique d'être reçus par le pape aussi, vous en parliez, et il avait à l'époque utilisé une expression d'invasion arabe, qui avait fait pas mal polémique, avec sa méthode bien à lui, de mettre devant les yeux des gens tout de suite les mots finalement qui résonnent profondément dans notre inconscient, quoi. Et justement pour le désamorcer. Et ça avait été intéressant. On dit voilà, on vit une Europe qui est une grand-mère, qui est en période de glaciation démographique. Naturellement, la nature ayant horreur du vide, et ben voilà, il se passe des choses. Donc je vous rejoins, mais à la limite, je ne sais pas si notre brave Saint-Martin, en coupant son manteau, il dit je garde un bout, machin, etc. Il faisait froid, mais il n'y avait pas tout un tas de calculs. Il y a quand même un brin de. Il n'avait pas peur, quoi. Et il n'avait pas peur. Et puis ça se trouve, il faisait très très froid. Il s'est dit je vais mourir de froid, même avec la moitié. Bah oui. Donc c'est juste ça. Et dans les discours parfois politiques que je peux entendre, c'est finalement, est-ce qu'on raisonne Oui, il faut être raisonné, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà.
Moi, je trouve que Saint-Martin nourrit un peu aussi notre réflexion sur qui est amenée dans l'actualité par les crèches, entre la culture et le cultuel. J'étais très étonné de cette distinction Les qui crèches est non pas idiote. religieuses. Les crèches non religieuses. Ça va être compliqué. Et Saint-Martin, quand même. il est intéressant parce que quand il partage son manteau, il n'est pas chrétien. Donc en fait, est-ce que Saint-Martin qui partage son manteau, ça fait partie de l'héritage chrétien ou de C'est-à-dire qu'il l'héritage n'était pas pas encore chrétien? c'est ça Non, vous pas dites encore. Ah oui, non. d'accord. ok. Oui, parce que c'est comme tout le monde, c'est un homme qui se hâte avec lenteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette culture qui devrait nous être commune, enfin qui peut-être n'est pas assez commune pour faire suffisamment France, pour remplir ce mot fraternité, Saint-Martin, il est intéressant parce que il donne à penser à tout le monde, à matérialiser qu'est-ce que peut être la fraternité. Donc ça, c'est bien parce que ça nous fait une communauté si on fait cet effort comme ce soir de réfléchir sur son cas. Mais c'est aussi une manière de montrer que la chrétienté, qui est notre culture, malgré tout, elle est quand même aussi venue en fait du chemin de tas d'individus, dont Saint-Martin, qui ont cheminé vers Dieu, qui avant ne l'étaient pas, qui ont fini chez Dieu, et que c'est aussi notre histoire, et que c'est pas Saint-Martin n'est pas d'abord admirable parce qu'il était catholique, il était d'abord admirable parce qu'il avait le sens de l'autre, et que ce sens de l'autre, en fait, c'était son chemin vers Dieu. Et je trouve que dans notre culture commune, ça répond mieux à l'inquiétude du pape qui craint beaucoup qu'on soit un petit peu, comment dirais-je, dans cet esprit conquérant en fait du catholique qui veut planter son petit drapeau partout, mais plus dans une religion qui se propose et d'abord en fait dans l'amour très fraternel, très concret de l'initiative de chacun vers l'autre prochain, quoi. Et ça, c'est sympathique. Philippe, vous parliez de la peur et j'ai parlé du 11 novembre, mais de fait, cette émission est diffusée pendant plusieurs jours et on est déjà dans la préparation de cette espèce d'anniversaire national tragique du 13 novembre, un an après. Est-ce que vous vivez avec la peur des attentats ? Malheureusement, quand on regarde ce qui s'est passé sur l'histoire récente, quand on voit les attentats qu'on a eus en France, à la suite de toute la nébuleuse djihadiste qui est partie en Afghanistan et puis qui a métastasé ensuite en Algérie, ça nous a donné le RER Saint-Michel, ça nous a donné quelques autres. À l'époque, c'était quelques centaines de Français. Là, on parle de plusieurs milliers. Donc oui, malheureusement, il y a des raisons d'être inquiet. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Après, moi, ce qui me frappe par rapport à ce 13 novembre, et à tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre pays, c'est la rapidité avec laquelle on a zappé. La rapidité avec laquelle on a repris une vie complètement normale et où on... Voilà. Alors que moi, j'aurais trouvé ça normal qu'on reste un petit peu en deuil et hébété plus longtemps. Et je suis presque un peu inquiet. Alors, je suis heureux qu'on célèbre l'anniversaire de cette tragédie, mais j'ai été un peu inquiet de voir comment, autour de nous, la vie a repris son cours, et tant mieux, c'est bien que la vie reprenne son cours, mais on aurait quand même pu un petit peu se réaliser que ce qui s'était passé était vraiment très très grave, et que ce n'était pas juste un accident de bus, ou pas juste un attentat suicide isolé. Je trouve qu'on a zappé un peu vite, qu'on est passé vite à d'autres choses. Moi, je me demande si cette réaction... elle n'est pas plutôt le résultat d'un sentiment d'impuissance, en fait. Parce que je pense que bon, les Français ont, sur l'instant, en tout cas, manifesté quand même une stupeur considérable et une solidarité extrêmement émotionnelle, éventuellement même un peu abstraite, parce que finalement... Mais ils ont été très nombreux à éprouver le besoin de se rassembler. Après... finalement, ce choc, il laisse KO aussi parce qu'on n'arrive pas à saisir des outils qui convaincants, qui nous permettent de dire, de toute façon, on a compris le problème, on a compris les solutions, et le problème sera réglé dans un horizon de temps que je maîtrise, ce qui est naturellement ce qu'on aime aujourd'hui. On aime bien que les choses soient bien carrées entre les mains. On veut des responsables, on veut des mesures, on veut une législation. Alors évidemment, il y a eu le réflexe sécuritaire qui est bien naturel, il faut sécuriser évidemment, mais on sent bien que la sécurité
ne sera pas la solution, comme on dit. Et on sait qu'on le veuille ou non, il y a une problématique de choc culturel que subit l'islam lui-même, en fait, parce que l'islam est, à mon avis, une des premières victimes, en fait, de ces attentats. Mais les chocs culturels, ça ne se résout pas comme ça, si je peux me permettre. Et du coup, il est assez naturel aussi de se dire, on organise un autre pour durer, et donc la vie continue en attendant. Ça peut être aussi, comment dire, une manière de répondre à cette violence, de dire... malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a des choses qui changent dans les relations entre les communautés, etc. Mais l'idéal aurait été que notre façon de vivre ensemble ne soit pas impactée par cette violence. Parce qu'ont été touchés des lieux de rencontres avec des gens très différents, avec très nombreux musulmans qui ont été tués dans les attentats, etc. Donc, repartir, revivre, je pense que c'est important aussi de ne pas leur donner cette victoire. Malheureusement, ce qui a changé quand même, c'est que cette peur, elle n'est pas forcément dans la vie de tous les jours, mais elle nous ronge par rapport, en fait, je pense, par rapport à l'islam notamment. Je trouve qu'il y a un décalage entre l'impact médiatique extrêmement fort de l'attentat de Charlie Hebdo, puis du 13 novembre. Honnêtement, en puissance de feu médiatique, le Charlie Hebdo, ça équivaut quasiment au 11 septembre, alors que ce n'est pas exactement la même ampleur. Et le problème, c'est que Charlie Hebdo envoie un message à tous les djihadistes du monde, c'est que frapper la France, médiatiquement, c'est rentable. Et d'une part, cet impact médiatique très fort, et d'autre part, la manière dont, dans notre entourage, au bureau, tout le monde a un peu fait comme si de rien n'était, comme si on oubliait très vite. Effectivement, moi je pense que c'est important que la vie prenne le dessus, qu'on reprenne la vie, mais c'est aussi important de laisser sa place au deuil. C'est important de laisser, de vraiment absorber le choc des coups. Après, moi, j'ai l'impression qu'on va en avoir beaucoup aussi dans l'anniversaire, justement, parce que c'est une autre question. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vois la préparation des programmes médias. J'ai plutôt l'impression qu'on va retomber dans une espèce de cycle 2 du deuil, et je m'interroge sur ce que ça peut produire. C'est-à-dire, nous, chrétiens, on a un rapport au temps qui est particulier, parce que notre temps est marqué. Donc, a priori, on devrait être familier du principe d'anniversaire, mais je me demandais quand même, en voyant arriver cette date, jusqu'où il faut aller, quoi. Parce qu'est-ce qu'on va faire les anniversaires de tous les attentats avec, du coup, pendant 48 heures, 72 heures, on revient sur cet événement et on ne parle plus que ça. Est-ce que ça apporte quelque chose? J'en sais rien du tout. Il aurait peut-être mieux valu 40 jours de deuil après et qu'on n'en fasse pas l'anniversaire maintenant. Je pense que psychologiquement, pour tout le monde, ça aurait été peut-être mieux, mais bon. Alors, moi, je partage votre avis que on vit une société qui ne prend pas suffisamment le temps de s'arrêter parfois et de marquer l'importance de certaines choses. Ça, c'est vrai que ça fait partie de... On vit dans un monde qui nous absorbe trop pour ça, mais en même temps, marquer cet anniversaire, c'est aussi reconnaître qu'on est quand même assez loin d'avoir résolu le problème. Et donc, s'arrêter... alors, je ne sais pas comment ça va être organisé, parce que je ne suis pas du tout partie prenante et je ne connais pas du tout le contenu des programmes qui sont envisagés, mais se réarrêter pour avoir une analyse peut-être un peu plus froide, quand même, un an après, et faire l'état des lieux de ce que l'on a ou pas compris, etc., je pense que ça a beaucoup de vertus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, la France est rentrée dans une espèce de danse macabre qui touche le monde entier. Moi, j'ai pu le sentir avec ma propre ONG, parce qu'on avait des expatriés au Bangladesh. Et on voit vraiment cette internationale où il y a eu des attentats très très forts en juillet qui ont forcé tous les expatriés, que nous on est une petite ONG, à faire une gestion de crise assez terrible avec les gens enfermés chez eux. Parce que le problème au Bangladesh, c'est que quand vous êtes européen, vous êtes quand même un petit peu plus visible. Et donc de rentrer dans cette espèce de... Alors, la France avait été frappée, vous avez parlé du JIA, etc. Mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de nouveau dans son ampleur, dans le fait que c'est en même temps lié fortement à une crise sociale et de projet social. Et c'est pas qu'une crise
Et c'est pas qu'une crise d'ailleurs de l'éducation, etc. Parce qu'on s'aperçoit que ces personnes ne sont pas forcément les moins éduquées, entre guillemets, mais c'est vraiment... Et c'est aussi pour ça que cette espèce de tentation mémorielle est là, parce que ça couvre quand même un grand vide aussi, quoi. Il y a quelque chose de... Mais finalement, moi j'ai vu le film Made in France, par exemple, dont les affiches étaient juste... Il se trouve que... j'ai un ami qui travaille avec ce réalisateur, et donc j'avais été intéressé, mais c'était quand même très très prémonitoire, et de voir, mais qu'en fait, finalement derrière, il y a une crise puissante, mais de ce que nous, le projet qu'on veut proposer, qui donne envie aux gens de se lever le matin, quoi. Au-delà du fait qu'en plus, ils ont plus de mal à trouver du travail, plus de mal à s'insérer, et plus de mal surtout à se dire, mais quel est le sens de ma vie, quoi. Et du coup, nous, par rapport à ça, finalement, qu'est-ce qu'on a à donner ? On va faire une espèce de mémoire plus ou moins grandiloquente, etc. Et là, je vous rejoins un petit peu, avec des victimes dont on pense qu'il faut les indemniser. Hein. Il se trouve que je suis assez proche de Juliette Méadel, qui est la secrétaire d'État aux victimes, qui fait un super boulot, quoi. Mais je veux dire, c'est un boulot infini, et puis c'est un boulot... parce que finalement, qu'est-ce qui est le bon bout, la manière pour finalement traiter le problème, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour nous, je pense, c'est vraiment une occasion de remettre en avant un projet de société qui donne envie de se lever le matin, quoi. Et j'espère qu'on aura l'occasion, mais bon, je fais assez peu confiance malheureusement à nos responsables politiques actuels pour essayer de dépasser ça, quoi. Voilà. Oui, il y a des choses qui font très écho dans ce que Philippe dit. Moi, je voudrais dire, je ne veux pas être le donneur de leçons de la soirée, mais un an après le Bataclan, de quoi s'est-on rendu compte ? C'est qu'il y a eu un grand mouvement autour de l'attentat de Charlie et après le Bataclan, mais c'est un mouvement qui n'a pas touché tous les Français. Les territoires perdus de la République ne sont pas venus défiler au moment des manifestations après Charlie. On a un vrai problème. Qu'a-t-on fait en un an pour les territoires perdus de la République ? Rien. Je pense qu'on n'a rien fait. Quand va-t-on vraiment comprendre que tant qu'on n'aura pas rétabli dans l'éducation nationale, dans les classes primaires, une instruction qui remette au goût du jour un certain nombre de valeurs civiques, l'apprentissage de l'histoire de France, l'apprentissage de la langue française et de sa beauté, tant qu'on n'aura pas fait ce travail que l'école faisait parce qu'elle servait d'ascenseur social. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'aura pas répondu à la vraie question qui se pose et sur laquelle on peut jouer. Parce que la question des attentats, on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a des questions de politique étrangère, mais enfin, on n'a que des petits leviers par rapport à des choses qui nous dépassent. En revanche, la question de l'éducation, la question de la fraternité dans notre pays, la question du ciment national, moi j'ai l'impression que les politiques qui nous gouvernent aujourd'hui ont été très forts pour faire beaucoup de discours, mais ne se sont pas retroussés les manches. Je ne dis pas que c'est facile, mais enfin, il faut le faire. Et j'aimerais bien que pour cet anniversaire, on fasse le bilan de ce qui a été fait depuis un an pour que ces territoires perdus de la République soient à nouveau réinvestis, pour qu'ils sentent qu'il y a un amour de la France pour eux. Parce que le problème, c'est qu'ils ne sentent plus qu'il y a de l'amour de la France pour eux. Le problème que vous me posez, alors que je partage, en fait, parce que finalement, Philippe et vous dites de manière très différente quelque chose qui ressemble beaucoup, en fait, qui est quelle est notre capacité à définir et à mettre en œuvre, en fait, quelque chose qui fait notre projet commun. Hein. Donc, alors, vous avez une proposition. Et sur quoi on s'appuie ? Sur quelle vision du monde ? Vous faites le pas en disant, en réalité, c'est probablement autour de l'école et autour de l'enseignement de la langue, de la culture. Choses, mais bien sûr. Non, mais moi, je le comprends, sauf que une des difficultés par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, l'été, je visite des petites chapelles comme ça de temps en temps parce que j'aime bien les vieilles pierres. Et je suis toujours surpris. Il y a un guide qui a préparé son topo. C'est plutôt bien préparé. C'est pas toujours qualitativement au top. Mais alors, de toute façon, très rares sont ceux qui se rendent compte si le guide raconte ou pas des bêtises. Pourquoi ? Alors que le public est quand même essentiellement de Français de souche, pour reprendre ce mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est face à des Français de souche qui, de toute façon, eux-mêmes,
ont énormément perdu leur passé culturel et qui ont d'ailleurs chacun des jeux de valeurs qui sont extraordinairement divers en fait, hein. Entre ceux qui aimaient bien se distraire au Bataclan, parce que c'était intéressant, c'était vraiment on frappait des jeunes dont un des modèles de vie était la distraction, hein, et qui disait d'ailleurs on continuera à se distraire, hein, pour reprendre votre point. Et puis ceux qui sont plus traditionnels ou plus enracinés dans une France avec sa religion, etc., il y a une distance considérable. Donc comment, en fait, on refait du lien? Sur la base de quoi? En fait, c'est un défi qui est compliqué pour l'école. Parce que finalement, ne serait-ce que définir des programmes, c'est pas si simple. Et puis donner envie de les écouter, c'est pas très simple non plus. Donc c'est en cela où cet anniversaire devrait d'abord être l'anniversaire du défi qui nous est lancé, parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi devant les défis compliqués sans trop vite sauter à la solution. Philippe avait l'air dubitatif sur le fait que ce soit un problème lié à l'école. C'est-à-dire que l'école, la question de l'identité, je la trouve beaucoup instrumentalisée. Oui. Pour moi, c'est plus une question de sens qu'une question d'identité. C'est pas pareil. C'est une question de sens qu'on veut donner aux choses, de sens qu'on veut donner au monde et de la manière dont on veut le construire ensemble. Et je pense qu'en fait, la question derrière, alors on emploie un gros mot qui à gauche parfois passe mal, c'est une question anthropologique, c'est-à-dire c'est une question de savoir qu'est-ce qui donne profondément à une personne le goût de l'avenir, le goût de se lever le matin. Et c'est là que nous, avec les Poissons Roses, on définit vraiment une fracture, hein, qui dépasse souvent la droite et la gauche, hein, qui est de dire, voilà, est-ce que je suis un individu, maître de ma vie, maître de mon corps, maître de ma mort, dans une liberté déconnectée, hein, c'est les particules élémentaires de Houellebecq, ou de l'autre côté, est-ce que je suis une personne reliée dans la vie, et ce qu'on dit dans notre bouquin, à contre-courant, que vous aviez invité d'ailleurs très gentiment, on dit, nous sommes reliés, donc je suis. Et poser ça, c'est une vision du monde extrêmement différente et qui a des conséquences dans l'action politique extrêmement différentes, dans la manière de faire l'histoire, etc., très différentes. Alors, ce qui m'embête, c'est de partir d'une espèce d'école un peu à la grand-papa Jules Ferry, pourtant qui était une grande figure de la gauche, mais qui, à mon avis, me paraît illusoire. On peut pas être hors Voilà. sol, Philippe. On peut pas être, parce que c'est bien d'avoir des grands principes. Je pense qu'on les partage pour beaucoup, mais à un moment donné, il faut que ce soit incarné. Moi, je n'ai pas parlé d'identité. C'est un mot dont je me méfie énormément. En revanche, Je n'ai pas voulu vous en faire non, là-dedans, attention, mais je préfère le mot incarnation. Et il y a un moment donné, les idées qu'on a, il faut bien qu'on les incarne dans des lieux, dans des groupes sociaux qui vivent. Et l'école en est un fondamental. Oui, le sujet des semaines sociales à venir est autour de l'éducation. Donc, on retrouve la casquette interdite. Non, mais je veux simplement citer, parce que c'est un peu surprenant, un sondage qu'on a fait à cette occasion-là, en partenariat avec les apprentis d'Auteuil et avec la Croix. Et quand on demande aux Français interrogés selon les méthodes classiques, etc., quelles sont les missions de l'école, la première, mais une énorme majorité, c'est apprendre les fondamentaux, écrire, lire, compter. Et puis, apprendre les codes de la vie en société ou les manières de vivre en société, ça vient très, très loin derrière. Et les gens pensent que c'est à la famille de faire ça. Et c'est curieux, parce que là, on a bien senti qu'au moment des attentats, justement, on avait ressenti ce que vous avez exprimé très bien, à savoir le besoin de réapprendre à vivre et à faire ensemble, etc. Mais en fait, les Français, pour autant qu'on puisse être tout à fait confiant dans un sondage pour aller dans le fond des choses, mais en tout cas, les Français n'attendent pas forcément ça de l'école. Ça m'a beaucoup surpris comme réaction. Alors, puisque chacun a repris occasionnellement sa casquette, je vais reprendre la mienne de chef du temps, parce que c'est déjà la fin de notre rendez-vous. On aura l'occasion, évidemment, de se retrouver, de reparler de tout ça. Mais Faraj, avant de se quitter, je voudrais que vous nous donniez des nouvelles des chrétiens d'Irak. Il y a la bataille de Mossoul, on l'a appelée comme ça, qui continue de se dérouler. Quelles nouvelles vous avez de la plaine de Ninive? Alors, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans la partie difficile et compliquée de cette bataille. Jusqu'au week-end dernier, les forces irakiennes étaient dans des villes ou des villages ou bien inhabités, les villages chrétiens et puis ceux des Kakaï et des Shabak. Donc des villages où l'appui aérien peut faire la différence. Là, depuis le week-end dernier, l'armée irakienne est rentrée dans Mossoul, dans des faubourgs qui sont habités, où il y a beaucoup de civils. Donc l'appui aérien est beaucoup plus compliqué. Et là, on rentre dans un type de guerre
que les armées modernes ne savent plus faire, c'est du combat au corps à corps, maison par maison, dans les tunnels. Et donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile. Là, l'armée irakienne lance une nouvelle offensive pour vraiment progresser au sud. Ils ont repris la ville de Hammam el-Halil, qui se trouve au sud de Mossoul. Et on peut espérer qu'elle arrive à pénétrer en Mossoul par plusieurs axes. C'est un sujet évidemment qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Est-ce que les chrétiens, notamment, qui ont quitté, qui ont fui, vous pensez qu'une partie d'entre eux a l'intention de revenir? Ah oui, bien sûr. Il y en a énormément. Aujourd'hui, les populations civiles ne peuvent pas revenir dans leur village parce que le déminage n'a pas encore été fait, il y a des munitions abandonnées. Et donc, en ce moment, tous les jours, il y a des dizaines, des vingtaines, des centaines de personnes qui essayent quand même de retourner pour aller voir leur maison. Alors, il y a une chose d'aller voir sa maison pour voir dans quel état elle est, une autre est de se dire « je vais m'y réinstaller ». Moi, je crois que parmi les réfugiés, il y en a quand même beaucoup qui souhaitent revenir. C'est compliqué, hein. Il y a certains qui ont passé déjà 2 ans réfugiés. Puis il y a la vie avec les voisins aussi. Alors il y a aussi tout le sujet de revivre avec des voisins qui, pour certains, ont pillé les villages chrétiens et Kakaï et Yézidis. Et c'est ce qui est nécessaire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une justice. De ce point de vue-là, il est important que l'État irakien mette en place une vraie justice par rapport aux gens qui ont pillé et puis ceux qui ont commis des atrocités avec Daesh. Mais je raconte souvent ce que dit l'archevêque de Mossoul. Il dit, voilà, ces chrétiens, ils ont tout abandonné, tout ce qu'ils avaient pour ne pas perdre leur foi. Bon, bah, moi, je crois qu'ils seront quand même capables de pardonner. Alors, c'est édifiant, hein, mais bien sûr, la plaine de Ninive et l'Irak vont vivre une nouvelle page de leur histoire vraiment importante. Merci. Merci de ces nouvelles, Faraj, et puis on continuera à les suivre, bien sûr. Merci à tous les 5 d'être venus nous avoir partagé librement vos réflexions, et puis on se retrouvera le mois prochain avec vous, avec d'autres. On essaiera là aussi de réfléchir ensemble. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci. Bonsoir.